L'histoire de Nelson Mandela, l'homme qui a changé l'Afrique du Sud. Un enfant ordinaire dans un monde injuste. Imagine un petit village en Afrique du Sud, en 1918. Une famille importante accueille un nouveau bébé. Ce bébé s'appelle Roli Lahala. Mais plus tard, une maîtresse d'école lui donnera un prénom anglais, Nelson. Nelson Mandela. Sa famille appartient au peuple Jossa, un peuple noble, avec ses traditions, ses histoires, ses valeurs. Son père est un homme respecté, conseiller du chef local. Nelson grandit heureux, simplement. Il joue avec les autres enfants du village. Il garde les moutons et le soir, il adore écouter sa mère lui raconter des histoires avant de dormir. Une enfance normale, une enfance paisible. Mais voilà, Nelson n'est pas blanc. Et en Afrique du Sud, à cette époque, ne pas être blanc, c'est déjà un problème, un très gros problème. Avant de continuer l'histoire de Nelson, il faut que tu comprennes dans quel pays il est né. L'Afrique du Sud, un pays construit sur l'injustice. L'Afrique du Sud a d'abord été colonisée par les Hollandais en 1652. Puis les Anglais ont pris le contrôle en 1806. Ces étrangers sont venus s'installer sur les terres des Africains, les ont chassés et ont tout pris. En 1910, l'Angleterre décide de laisser l'Afrique du Sud se gérer elle-même. Mais attention, pas par les Africains noirs, non. Ce sont les descendants des colons hollandais, qu'on appelle les Afrikaners, qui prennent le pouvoir. Et dès 1913, ces Afrikaners votent une loi terrible. Cette loi dit ceci: les Noirs, qui représentent la grande majorité de la population, n'ont le droit de vivre que sur moins de 10% du territoire. Les Blancs, eux, qui sont une toute petite minorité, gardent 90% des terres. C'est comme si dans une maison de 10 pièces, 9 personnes sur 10 étaient obligées de vivre entassées dans une seule pièce, pendant qu'une seule personne profite des 9 autres pièces. C'est ça l'injustice que vivent les Noirs d'Afrique du Sud. Face à cette injustice, des Africains se regroupent et créent une organisation pour défendre leurs droits. Cette organisation s'appelle l'ANC, le Congrès national africain. Retiens bien ce nom. Il va revenir très souvent dans cette histoire. La jeunesse de Nelson, un garçon qui veut apprendre. Revenons à Nelson. À 9 ans, son père meurt de la tuberculose. C'est un drame. Mais le chef local, un homme bon, prend Nelson sous son aile et décide de lui offrir quelque chose de très rare pour un enfant noir à cette époque, une bonne éducation. Nelson va à l'école, puis au collège, puis au lycée. Il est sérieux, il travaille bien. Et en 1939, à 21 ans, il entre à l'université pour étudier le droit. C'était extraordinaire pour l'époque, parce qu'il n'existe qu'une seule université pour les non-blancs dans tout le pays. C'est là qu'il rencontre Oliver Tambo, qui deviendra son ami le plus fidèle et son camarade de combat pour toute la vie. Mais Nelson ne reste pas longtemps à l'université. Il participe à une manifestation d'étudiants et se fait renvoyer. Retour à la case départ. Le chef de son village veut alors lui imposer un mariage arrangé. Nelson refuse. Il a 22 ans. Il veut vivre sa vie à sa façon. Alors il part seul à Johannesburg, la grande ville. Johannesburg, la grande ville, la grande injustice. À Johannesburg, Nelson ne vit pas dans un beau quartier. Il s'installe dans un bidonville. Des maisons minuscules, des sols en terre battue, pas d'électricité. C'est la pauvreté. Il trouve un travail de veilleur de nuit pour survivre. Mais Nelson est intelligent et déterminé. Il rencontre un homme qui va changer sa vie, Walter Sisulu, un militant convaincu, membre de l'ANC. Walter devient son ami, son mentor, son frère. C'est Walter qui l'aide à trouver un meilleur travail dans un cabinet d'avocat. Et c'est là que Nelson se dit: moi aussi, je veux devenir avocat. Il reprend ses études le soir, après le travail, en étant le seul étudiant noir du département. Il rencontre également chez Walter une jeune femme,
Evelyn Maes. C'est le coup de foudre. Ils se marient en 1944. Ils ont des enfants ensemble. Et cette même année, 1944, Nelson, avec ses amis Oliver et Walter, crée la Ligue de la jeunesse de l'ANC. Il trouve que l'ANC de l'époque est trop douce, trop tranquille face aux injustices. Eux veulent agir plus fort. Ils organisent des boycotts, des grèves, des manifestations pacifiques. 1948, le pire arrive. Nelson pensait que la situation était mauvaise. En 1948, elle devient catastrophique. Un parti politique de blancs racistes, le Parti national, remporte les élections. Rappelle-toi, les Noirs n'ont pas le droit de voter. Donc ce sont uniquement les Blancs qui élisent ce gouvernement. Et ce nouveau gouvernement met en place une loi qu'on va appeler l'apartheid. Ce mot en africain signifie simplement séparation. Concrètement, qu'est-ce que ça change? Absolument tout. Et en pire. Désormais en Afrique du Sud, les Noirs et les Blancs ne peuvent pas emprunter le même bus. Ils ne peuvent pas s'asseoir sur le même banc dans un parc. Ils ne peuvent pas aller sur la même plage. Les Noirs doivent se déplacer avec un document officiel, comme un passeport intérieur, qui limite leur mouvement à leur lieu de travail et leur lieu de vie. Les mariages entre Noirs et Blancs sont interdits. Les écoles, les hôpitaux, les toilettes publiques, tout est séparé. Des pancartes apparaissent partout, interdits aux non-blancs. Imagine que tu n'as pas le droit de t'asseoir là où tu veux, que tu ne peux pas habiter où tu veux, que tu n'as aucun droit parce que tu es né avec une certaine couleur de peau. C'est ça l'apartheid. Un système entier construit pour humilier et contrôler des millions de personnes. Nelson Mandela prend une décision ce jour-là. Une décision pour toute sa vie. Il va se battre contre l'apartheid, quoi qu'il lui en coûte. Le combat commence vraiment. Mandela réussit malgré tout à obtenir son diplôme d'avocat. En 1951, lui et son ami Oliver ouvrent ensemble le premier cabinet d'avocats noirs d'Afrique du Sud. Leur bureau croule sous les dossiers, notamment ceux des militants noirs arrêtés injustement. Mandela monte dans les rangs de l'ANC. En 1952, il en devient le vice-président. Il organise des campagnes de désobéissance civile pacifique. Le gouvernement blanc le remarque. Il est arrêté une première fois et condamné à 9 mois de prison. Il sort sous caution. Il continue. Il est arrêté à nouveau, accusé de complot contre l'État, avec d'autres membres de l'ANC. Il risque gros. Le procès dure 4 ans, mais il finit par être libéré. En rentrant chez lui, après cette arrestation, Nelson trouve sa maison vide. Sa femme Evelyn est partie avec leurs enfants. Elle n'en pouvait plus de vivre dans la peur permanente des arrestations de son mari. Mais Nelson ne s'effondre pas. Il continue son combat. Et quelques années plus tard, à 40 ans, il rencontre une jeune femme de 22 ans, une assistante sociale courageuse et passionnée, Winnie Madikizela. Ils se marient en 1958 et auront 2 filles ensemble. Winnie sait très bien en qui elle épouse. Elle épouse un homme et sa cause. Elle est prête. Le massacre qui change tout. Le 21 mars 1960. Quelque chose d'horrible se passe dans un township noir appelé Sharpeville. Des milliers de manifestants noirs se rassemblent pacifiquement pour protester contre les lois sur le passeport intérieur. Il y a des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards. Personne n'est armé. La manifestation est calme. La police arrive. Et sans raison valable, elle ouvre le feu sur la foule. Bilan, 69 morts, plus de 180 blessés. Beaucoup ont reçu des balles dans le dos alors qu'ils fuyaient en courant. C'est un massacre. Le monde entier est horrifié. Pour Nelson Mandela, ce jour-là est une révélation douloureuse. Il comprend une chose, tant que les Noirs resteront pacifiques, le gouvernement les écrasera sans état d'âme. Parler ne suffit plus. Manifester ne suffit plus. Le gouvernement interdit l'ANC.
L'organisation devient clandestine. Elle se cache, mais elle continue d'exister. Et Nelson Mandela prend la décision la plus difficile de sa vie. Il faut prendre les armes. La lutte armée et la cavale. En 1961, Mandela crée en secret une branche armée de l'ANC qu'il appelle MK, ce qui signifie Lance de la Nation.